Bonjour. Encore une révolution, et une révolution qui va effectivement mettre en question l'éthique, c'est-à-dire notre capacité d'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, et puis des questions de justice. Alors CRISPR, c'est l'acronyme du système par lequel les bactéries se défendent contre les virus. Vous voyez, une question de recherche fondamentale qui devient, grâce à des équipes de recherche talentueuses, un outil de biotechnologie absolument extraordinaire. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de couper l'ADN. Vous avez vu tout à l'heure avec Thomas Bourgeron, l'ADN, c'est ce long ruban avec les lettres. Eh bien, on peut, en coupant, effacer une ou deux lettres. Du coup, tout est décalé, on n'arrive plus à lire le texte. Ou alors, on peut faire l'édition du génome, c'est-à-dire remplacer une lettre par une autre. Le mot poème devient le mot poète. C'est bien sûr pas la même signification et tout le sens du gène en est modifié. Alors, en quoi est-ce que c'est une révolution? Eh bien, on a la possibilité sur des plantes et de modifier le génome des plantes, et on oublie complètement les OGM. Les OGM, c'était prendre un gène étranger, le mettre dans une plante, pas très bien contrôlé, on ne savait pas très bien où, c'était un énorme morceau, on ne savait pas très bien en combien d'exemplaires. Là, on modifie juste le génome de la plante, il n'y a plus d'OGM, il y a des organismes modifiés par ingénierie du génome, c'est des MOJ. Tout le système de réglementation est explosé, et il y a déjà des plantes qui arrivent sur le marché. On ne sait pas comment évaluer la balance bénéfice-risque, la qualité, les risques pour l'environnement, est-ce que ce sont des espèces invasives? Tout est remis en cause et à l'échelle internationale. Pour les animaux, on peut faire des mini-cochons en invalidant un gène d'hormone de croissance. On peut surtout faire des animaux d'élevage avec une musculature beaucoup plus importante. Vous savez que la moitié d'un bœuf, c'est du déchet, c'est de la carcasse. Là, on va essayer de faire des animaux, et ça existe déjà, qui ont beaucoup plus de viande. Quelle va être la qualité de cette viande? Quelle va être la qualité de vie de cet animal avec des muscles surgonflés à partir de sa propre physiologie? C'est plus du poulet aux hormones, c'est du bœuf qui grandit plus parce que le gène qui contrôle la taille des muscles a été invalidé. Des bœufs, des moutons sont déjà existants dans des laboratoires dans différents pays. On peut cibler l'animal pour le meilleur. Par exemple, enlever des rétrovirus du porc pour faire que des porcs puissent produire des organes, des pancréas, des cœurs, qui peuvent être greffés chez l'homme. Aujourd'hui, on ne le peut pas à cause des rétrovirus. Dès à présent, des compagnies produisent des porcs humanisés qui vont pouvoir donner des organes. Inversement, on peut lutter contre notre pire ennemi. Vous savez que notre pire ennemi, c'est le moustique. 1 million de morts par an, rien que le paludisme, 438 000 morts. Et voilà une belle question éthique. D'un côté, la possibilité, grâce à des constructions qu'on appelle le forçage génétique et qui, avec CRISPR, emportent des gènes, par exemple, d'infertilité, ça a été démontré en laboratoire, on peut imaginer éradiquer certaines espèces de moustiques. Qui se plaindra de pouvoir supprimer une maladie comme le paludisme qui fait 438 000 morts chaque année? À côté de ça, quel va être l'impact sur la chaîne alimentaire dans laquelle rentrent les moustiques? Quel va être l'impact sur la biodiversité? Que se passerait-il si le gène d'infertilité était transféré vers d'autres insectes, par exemple des abeilles? Catastrophe sur la pollinisation, sur l'environnement dans lequel ça serait. Comment implique-t-on les populations qui sont directement visées, donc essentiellement des populations du Sud, dans ces débats, dans ces questionnements? Et puis, bien évidemment, vous avez l'application à l'homme. Alors là, j'aurais dû le dire bien avant, il faut revenir à notre très grande ignorance, parce que le génome, Thomas vous l'a montré un peu plus tôt, on en sait pour l'instant très peu, et encore moins de la dynamique de ce génome, c'est-à-dire que si vous touchez à un gène, vous pouvez changer l'expression de milliers d'autres gènes, et puis il y a une architecture dans l'espace qui fait qu'un gène sur un chromosome peut interagir avec un autre gène sur un autre chromosome. Vous imaginez que si vous faites un trou, l'interaction va être changée. Il faut évaluer à moyen et long terme la résultante de ces modifications. Chez l'homme, on va pouvoir bientôt
soigner des maladies incurables. Par exemple, on peut, avec l'immunothérapie des cancers, doper nos cellules immunitaires. Alors, pour le meilleur, des essais cliniques en cours sur le cancer du poumon métastasé ont montré des résultats extrêmement prometteurs, mais avec un outil d'une puissance telle qu'on a encore du mal à le maîtriser. Lors des premiers essais cliniques, 2 patients sont morts à cause de ce qu'on appelle un orage cytokinique, c'est-à-dire que les cellules immunitaires ont été tellement dopées qu'en quelques minutes, elles ont déclenché une réaction terrible chez le patient qui est décédé quelques minutes après l'infusion. Donc, des outils d'une puissance qu'il faut arriver à maîtriser. Et puis, évidemment, on se prend à rêver de pouvoir soigner l'homme à toutes les étapes de la vie et pouvoir, par exemple, se débarrasser de certaines maladies génétiques héréditaires dramatiques. On pense à la maladie de Huntington, on pense à la mucoviscidose, des maladies qui conduisent aujourd'hui à écarter les embryons dans un parcours de fécondation in vitro. Ne pourrait-on pas faire une chirurgie du gène dans des conditions évidemment techniques qui restent à mettre au point et qui, malgré les articles qui ont fait la une des journaux, restent avec beaucoup de travail fondamental et de mise au point à faire, mais est-ce que ça serait vraiment un crime contre l'humanité d'éliminer ces maladies héréditaires particulièrement graves? Inversement, dans quelles conditions d'encadrement devrions-nous le faire de telle façon à ce qu'uniquement ces maladies d'une particulière gravité, comme pour le diagnostic préimplantatoire, soient l'objet de ces études, de ces développements techniques. Et puis, la justice, c'est aussi l'accès aux soins. Ces technologies ont fait l'objet de prises de brevets. Est-ce que ce sont des plateformes qui doivent être un bien commun de l'humanité ou peut-il y avoir un accaparement du savoir et priver un certain nombre de patients d'accès à ces traitements? Comme toujours, la connaissance ouvre un champ de questions auquel l'ignorance ne pourra jamais répondre. Je cite là Isaac Asimov. Mais plus encore, la science, c'est un élargissement du champ des libertés, du champ des possibles, une émancipation de l'homme. Et ce qui est important dans la recherche biomédicale, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est de se rappeler une des phrases qu'avait dit Paul Ricoeur, à l'affirmation par soi de la liberté, et la liberté de la recherche est une liberté fondamentale, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit. Et c'est ce que nous commençons à faire aujourd'hui, en vous exposant ces questions et en cherchant à en débattre avec vous. Merci.